Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Le langage de programmation Python, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Benjamin Bellamy sur les VPN et la chronique de Vincent Calam, l'ouvrage d'Éric Sadin, La vie algorithmique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Julie Chaumard, administratrice de l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 23 septembre 2025, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur Radio Cigaloun, Radio Libre en Périgord et sur Radio Quetch. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Boukinette, présidente de l'April. Bonjour Bouki. Salut Julie, salut les autres. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer avec la chronique « Le truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous » par Benjamin Bellamy, qui est avec nous sur le plateau et qui s'est fixé pour mission de rendre accessibles ces concepts complexes de notre société numérique. Il explique comment survivre dans un monde connecté en décryptant des aspects souvent perçus comme difficiles, parce qu'on nous a fait croire qu'ils l'étaient. Une chronique qui démystifie la technologie et qui nous encourage à mieux comprendre les enjeux numériques qui nous concernent toutes et tous. Le thème du jour, pourquoi vous devez absolument utiliser un VPN. Bonjour Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, car exceptionnellement, ma chronique d'aujourd'hui est sponsorisée par Frama VPN. Grâce à Frama VPN, toutes vos données sont sécurisées. Votre navigation sur Internet est totalement protégée, car vos données sont intégralement chiffrées par un système ultra sophistiqué à clé asymétrique quantique bicolore. En plus, Frama VPN protège votre ordinateur du virus de la grippe et du mildiou. Et grâce aux algorithmes militaires de Frama VPN, la date de péremption des yaourts dans votre frigo connecté sera rallongée de 12 mois, c'est un minimum. Et c'est pas tout. Avec Frama VPN Pro, on vous garantit également le retour de l'être aimé, le succès aux examens, et grâce à une innovation technologique brevetée, tenez-vous bien, on vous garantit que vous ne raterez plus jamais votre mayonnaise. Excuse-moi Benjamin, mais ça a pas l'air très sérieux ton Frama VPN là. En plus, on n'est pas censé sponsoriser les chroniques dans Libre à vous. Oui, t'as raison. Sinon, l'émission se serait pas appelée Libre à vous, mais GAFAM à vous ou chaîne YouTube sponsorisée à vous. Bah oui, j'aurais dû y penser. D'autant plus qu'il faut que je t'avoue un truc, c'est un peu du pipeau tout ce qu'on entend sur les VPN. Ah, mais alors à quoi ça sert un VPN ? Alors ça, c'est vraiment une excellente question et je suis heureux que tu me la poses. À quoi ça sert un VPN ? C'est quoi déjà un VPN ? Un VPN, c'est un Virtual Private Network, c'est-à-dire un réseau privé virtuel. Bon, quand t'as dit ça, t'as pas beaucoup plus avancé, mais c'est pas très compliqué, tu vas voir. Je te propose de faire un rapide pas de côté pour que ce soit plus clair. Quand tu te connectes à Internet, ton fournisseur d'accès à Internet, ton FAI, te fournit une adresse Internet, une adresse IP. IP, ça veut dire Internet Protocol, donc une IP publique. Quand tu vas sur un site, le site voit que ta requête vient de cette adresse publique et va envoyer la réponse. Donc la réponse, c'est la page, la vidéo, etc. vers cette adresse. Sans cette adresse, la réponse ne t'arriverait jamais. Donc le site connaît ton adresse IP publique, mais bien sûr, il ne connaît pas ton identité. Et quant à ton FAI,
Lui, il peut savoir sur quel site tu as été, puisqu'il a vu passer les requêtes dans un sens et les réponses dans l'autre. Et lui, il sait qui tu es, puisque quand tu as pris un abonnement chez lui, tu as dû lui communiquer tout un tas de papiers. Et d'ailleurs, si l'envie te venait de poster des messages illicites sur un site, le site en question, qui est tenu par la loi de conserver ton adresse en face des messages que tu as postés, eh ben, il pourrait être tenu de fournir ton adresse IP. Et si on fournit cette adresse IP à ton FAI, ben lui, il sera en mesure de donner ton identité réelle. Donc au passage, on notera qu'il n'y a pas d'anonymat sur Internet, mais ça, c'est un autre débat. Oui, parce que tout ça ne nous dit pas ce que c'est un VPN. J'y viens. Alors pour faire simple, un VPN, c'est un tuyau avec, comme tout bon tuyau, deux bouts, une entrée et une sortie. L'entrée, c'est un logiciel client que tu vas installer, par exemple, sur ton ordinateur. Et la sortie, c'est un logiciel serveur installé sur un serveur VPN, c'est-à-dire quelqu'un qui fournit un service VPN. Et quand tu actives le client VPN sur ton ordinateur, l'ensemble de ton trafic Internet passe désormais à l'intérieur du tuyau, un tuyau opaque, pour en ressortir par l'autre extrémité sur le serveur VPN. Opaque, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur est chiffré ? Ouais, c'est exactement ça. Mais alors concrètement, ça change quoi ? Eh ben, si tu veux mon avis, pas grand-chose. Ah. Ça change que ton fournisseur d'accès à Internet ne voit plus ce que tu fais. Il sait juste que tu utilises un VPN. Et du point de vue des sites Internet auxquels tu te connectes, ton adresse publique est désormais celle du serveur VPN. Bah alors, c'est quoi l'intérêt ? Si le serveur VPN est situé dans un pays où la législation est différente, le site croira que tu te trouves dans cet autre pays. Et ça peut donc permettre de contourner une loi locale. Par exemple, pour accéder à du contenu pornographique. Ah, mais je vois que tu m'as l'air bien renseigné. C'est-à-dire que c'est difficile de ne pas en avoir entendu parler. Certes. Alors, un certain FAI joue actuellement les trublions en proposant un service VPN inclus dans ses abonnements pour que tu puisses faire croire au site internet que tu es en Italie ou aux Pays-Bas. Là, vraiment, le seul intérêt que j'y vois, c'est le contournement des restrictions pornographiques françaises. D'ailleurs, en préparant cette chronique, je suis tombé sur quelques chiffres assez étonnants. Savais-tu que 59% des Français savent ce qu'est un VPN ? Et figure-toi que quasiment autant, 55%, reconnaissent avoir déjà consulté du porno en ligne. Étonnant, non ? Et alors, plus étrange encore, si 24% utilisent effectivement un VPN, 28% disent avoir visité un site porno dans les 3 derniers mois. Moi, je crois que c'est les mêmes. Ouais, alors c'est pour ça que la fermeture de certains sites X en France a engendré un boom des VPN. Tout à fait. Chez ProtonVPN, ils ont multiplié par 10 les inscriptions en quelques jours au moment exact de la fermeture. Mais de là à dire que les VPN ne servent qu'à l'industrie du X, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Pourquoi donc ? Ça sert vraiment aussi à sécuriser sa connexion ? Alors je vais te faire une réponse de Normand. Oui, ça peut, mais pas forcément. Donc on l'a vu, un VPN peut permettre de contourner une législation. Et oui, il peut aussi sécuriser une connexion, mais dans une certaine mesure. Déjà parce qu'il faut avoir sacrément confiance en la personne qui vous le fournit. Car si ton fournisseur d'accès ne voit pas le trafic de ton VPN, le VPN, lui, il voit tout. Donc, tu as juste déplacé le problème du FAI au VPN. Et le VPN, il voit vraiment tout ? Le VPN, il voit la même chose qu'un FAI ou qu'un Wi-Fi public dans un restaurant. Il voit tes métadonnées de connexion, c'est-à-dire le jour et l'heure à laquelle tu te connectes, les sites et applications auxquels tu accèdes, les durées de connexion, etc. Mais pas les données elles-mêmes. Les données, elles, VPN ou pas, aujourd'hui, elles sont toujours chiffrées. Ta connexion à ta banque, à tes réseaux sociaux, ton login, ton mot de passe, le contenu des messages que tu envoies et reçois, tout cela utilise le protocole HTTPS depuis des décennies et tout est chiffré. Le Wi-Fi de Frama Burger ne peut pas accéder à tes emails. FAI, Wi-Fi public ou VPN, le risque est sensiblement équivalent. Ah, donc on est tranquille. Globalement, oui. Alors, certes, dans certains cas, il peut y avoir des attaques très pointues, mais ça reste marginal. Mais les métadonnées sont quand même des données. Ça peut être problématique, non ? Ouais, t'as raison. Et c'est pour ça qu'il peut être quand même bien utile d'utiliser un VPN, mais un VPN dans lequel on a une confiance absolue. Ah, mais alors, c'est quoi un VPN de confiance ? Moi, par exemple, j'ai installé un serveur WireGuard, c'est un VPN, sur mon routeur chez moi. C'est moi qui l'ai installé et il se trouve que je me fais totalement confiance. Donc, quand je dois utiliser une connexion, disons, un petit peu douteuse, je passe par mon VPN personnel. Mais l'intérêt, là, ce n'est pas de changer de pays, alors ? Non, sauf si il se trouve que je me trouve à l'étranger et que justement, je veux me localiser chez moi en France. Un autre cas très courant est celui d'un VPN fourni par ton employeur. Il te permet d'être localisé au bureau. Pratique quand tu es en télétravail, ça te donne accès au réseau de l'entreprise depuis chez toi. Ok, mais dans les deux
cas que tu viens de citer, tu le payes pas le VPN, il n'y a pas d'abonnement. Eh oui. Donc au final, les pubs pour les VPN que l'on voit partout, c'est utile pour masquer une activité illicite. Et c'est très utile pour financer YouTube. Et il peut y avoir une très bonne raison de masquer son trafic à un FAI ou à un gouvernement. Certains pays restreignent les libertés de telle sorte que le secret, ça peut être vital. Mais dans ce cas-là, plutôt que de faire confiance à un VPN tiers qui lui verra tout, il existe une autre solution que je préfère, Tor. Alors, je vais aller vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Tor, pour faire simple, c'est un navigateur internet basé sur Firefox qui s'installe sur n'importe quel ordinateur, téléphone. Il s'utilise comme n'importe quel navigateur, mais tout le trafic va être chiffré et envoyé non pas directement au site auquel tu vas accéder, mais à un nœud Tor qui lui va le faire suivre à un autre nœud Tor, puis un autre, etc. avant d'arriver au site final. De telle sorte que personne ne sait qui est allé où et c'est totalement gratuit. Ah, quelle découverte! Donc c'est bien mieux. Alors, c'est quand même pas les mêmes usages, mais personnellement, moi, je trouve qu'on parle un peu trop des VPN et pas assez de Tor. Moi, je suis le premier à blâmer avec le titre de cette chronique. Alors, attention, sur Tor, comme tout ton trafic peut faire le tour de la Terre avant d'arriver et de revenir, c'est beaucoup plus lent. Et puis, tu sais pas par quel nœud tes paquets vont sortir, donc tu maîtrises pas le pays qui va t'être attribué et ça change tout le temps. Et donc, si on a envie de tester, on fait comment? Simple. Basique, il suffit d'aller sur torproject.org et de télécharger Tor. Eh bien, merci Benjamin pour ces explications. Si vous souhaitez en savoir plus sur les VPN, je crois que tu y as consacré un épisode dans ton podcast RGPD. Alors, RDGP, le podcast c'est RDGP. Oui, il y a un jeu de mots, c'est un piège. Ouais, oui, tout à fait, c'était l'épisode 11. Ok, merci beaucoup Benjamin pour cette chronique. Nous en savons plus sur les VPN et Tor. Merci. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons le sujet principal de l'émission qui porte sur le langage de programmation Python. Nous allons écouter Grève Angélique par Capitaine. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Perchés sur leurs nuages, quelques anges de passage, observer les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir, les anges réfléchirent. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même Sylvain coule à flot, on n'a ni arche ni radeau, on n'ira pas très loin. Camarades désolés, on nous ment, on nous spolie. Tous avec moi faisons la grève au paradis. Ils prirent leur envol et dans une course folle arrivèrent devant Dieu. On se laisse marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres si vous lisez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort, sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. Les anges tombaient du nid, comment n'être pas ravi d'exercer au paradis. Inutile de me faire une scène, j'ai bien compris le problème, mais je suis seul maître ici.
jugement final est déjà prononcé. Et j'ai une armée d'anges gardiens de la paix. Alors votre recueil de prières peut rester dans son sanctuaire et vous hors de ma vie. Les anges se mirent à genoux et crièrent, syndicats, priez pour nous, jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre, sabrement les congédia. Le vent de révolte devint une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras, les anges partirent déchus. Nous venons d'écouter Grève angélique par Capitaine, disponible sous licence libre Creative Commons by SA 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant à notre sujet principal. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur le langage de programmation Python, avec nos personnes invitées que j'ai avec moi sur le plateau, Lucie Anglade et Françoise Conil. Alors, bonjour Lucie. Bonjour Julie. Bonjour Françoise. Bonjour Julie. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/255 car aujourd'hui c'est la 255e émission. Avant de parler de Python, une petite question d'introduction, une présentation personnelle rapide. Alors, on commence par Françoise ? Oui, bonjour, je suis Françoise Conil, je suis développeuse logicielle depuis 1990, dans les télécommunications d'abord, puis au CNRS dans un laboratoire de recherche en informatique, le LIRIS à Lyon. Et je développe en Python depuis plus de 15 ans, que ce soit pour du développement web ou de la manipulation de données. Je suis administratrice de l'April depuis le début 2024. Eh bien, merci bien François d'être là avec nous sur le plateau. Ça me fait bien plaisir. Moi de même. Alors Lucie, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Lucie, je suis ingénieure en informatique. Je fais du développement de logiciels libres en Python, essentiellement sur l'outil WheezyPrint. Et sinon, à côté de ça, je suis aussi présidente de l'AFPI, qui est l'association francophone Python. Merci Lucie, merci d'être là avec nous depuis Lyon. Tu as pris le train ce matin. Ouais, ça va, il était à l'heure. Et Françoise aussi d'ailleurs. Hein. Alors, on va commencer donc notre sujet. On va peut-être, comme le sujet c'est le langage de programmation Python, on va peut-être définir d'abord qu'est-ce que c'est un langage de programmation. Alors Françoise, c'est quoi pour toi un langage de programmation ? Alors pour trouver une vulgarisation, je me suis appuyée sur en fait un site que la Société informatique de France, la CIF, a fait avec l'Esprit sorcier et qui définit, c'est une série de 4 vidéos qui présentent les 4 piliers de l'informatique, à savoir les algorithmes, les données, les machines et les langages. Ce sont 4 vidéos de 8 minutes très courtes, très simples. Donc il faut se comprendre que il faut savoir que les machines ne comprennent que le binaire, c'est-à-dire des suites de 0 et de 1. Expliquer à l'ordinateur ce qu'il doit faire avec l'aide de 0 et de 1, ça serait compliqué et long. Donc il y a des langages de programmation qui sont un intermédiaire et qui permettent d'écrire les instructions à exécuter par l'ordinateur dans un langage qui est lisible par un être humain. L'ordinateur, via un programme, va ensuite traduire ces instructions de langage dans un langage binaire qu'il va être capable d'exécuter pour réaliser ce qu'on lui a demandé, de l'algorithme qu'on lui a programmé. Voilà. Il y a des milliers de langages de programmation et on peut aller plus loin là-dessus.
D'ailleurs, ces vidéos, on va mettre le lien sur la page de l'émission pour qu'on puisse les regarder parce que c'est très intéressant. Ça explique vraiment le démarrage. Ça donne des bases de manière très très simple. Ok, donc voilà. c'est super. C'est bien fait. Oui, c'est toujours bien pour ceux qui ne savent pas, ou même nous pour qui savons programmer. Parfois, c'est toujours bien de revoir les objectifs et la base. Si j'ai un peu de temps, donc on va dire qu'il y a des langages. On sait qu'il va y avoir des langages qui sont polyvalents, qui permettent de réaliser plusieurs choses, puisque je disais qu'il y avait des milliers de langages de programmation. Et puis il y a des langages qui sont spécifiques, comme le SQL pour manipuler les bases de données, le HTML pour structurer des pages web, etc. Les langages aussi évoluent au fil du temps et des technologies. Et on peut faire une analogie avec la cuisine, où on va utiliser différents couteaux pour faire différentes choses, couper le pain, couper les tomates, éplucher les légumes. Et ben certains langages sont parfois adaptés à faire certaines choses. Et certains langages sont plus généralistes. Et Python est un langage plutôt polyvalent qui permet de faire pas mal de choses. Donc ce sera un couteau qui peut couper et le poisson et le pain. Voilà. Et alors, et toi, Lucie, comment tu définirais un langage de programmation ou qu'est-ce que tu pourrais en dire Ouais, pour moi, un langage de programmation, c'est plutôt un outil qui va nous permettre de créer des programmes et des applications. Et ces outils, comme tu l'as dit Françoise, il y en a plein des différents, des libres, des pas libres, et suivant ce qu'on veut faire, il y en a des mieux adaptés que d'autres. Et après, chaque langage, de la même façon qu'une langue vivante, au final, il va y avoir une grammaire, un vocabulaire spécifique. Et après, c'est surtout ça qui va changer. Et c'est le fait de pouvoir transformer ces instructions qu'on aura écrites en binaire qui, du coup, la machine pourra exécuter ce qu'on veut. Et ces magnifiques programmes qu'on aura créés. Donc, tu as dit qu'il y a des langages libres et des langages non libres. Alors, en langage libre, j'ai noté qu'il y avait Python, donc, forcément. Et j'ai vu qu'on avait aussi PHP. Ouais. JavaScript, par exemple. Ouais, c'est libre aussi. Et alors, en langage pas libre, j'ai regardé qu'on avait Visual Basic, .NET, qui est dans l'écosystème Microsoft, ou alors on a aussi un autre langage qui n'est pas libre et qui peut être utilisé dans peut-être les sciences, qui est MATLAB. Oui, qui est très cher. Aussi. C'est très cher. Et donc, c'est pour ça aussi que dans la communauté scientifique, il y a eu aussi une forte adoption du langage d'un certain nombre de librairies Python pour effectivement produire des programmes qui soient plus accessibles. Ok. C'est pas libre. Et il me semble que l'équivalent en libre de MATLAB, ça s'appelle Scilab ou Scilab, je sais pas comment on prononce, parce que j'avais fait ça à l'école. D'accord. Oui, Scilab ou Scilab, oui, je sais jamais comment prononcer. Bon, c'est sûrement les deux d'ailleurs. Ouais, ça dépend si on est en France ou pas. Oui. Alors, quand on écrit un langage de programmation, donc c'est une suite de lignes de code. Donc voilà, chaque langage a un peu sa façon de s'écrire. Voilà. D'ailleurs, il y a des personnes qui aiment bien écrire en Python, d'autres qui aiment bien écrire en PHP. Voilà, on a vraiment sa propre appétence, en plus que des fonctionnalités propres au langage, qu'on se dirait, on a besoin de ce langage pour ses fonctionnalités, mais c'est également parce qu'on aime bien un certain langage, on aime bien la façon d'écrire et ça nous correspond bien. Oui, après, il y a un petit côté un peu confort dans un langage dans lequel on a l'habitude et avec lequel on est à l'aise aussi. Après, oui, il y a des langages qui sont très spécifiques et du coup, on ne peut pas les changer avec un autre. Par exemple, SQL, comme tu disais au début, pour requêter dans les bases de données, ça va être compliqué de le remplacer par autre chose. Oui, celui-là, il est incontournable. Ouais, c'est ça. Mais après, quand on fait du développement web, au final, il y a plein de langages différents qui permettent de faire du web et c'est plus, les fonctionnalités, si on est à l'aise, si on aime bien, si on a envie d'apprendre un langage en particulier, c'est pas de l'occasion. Voilà, c'est très polyvalent et très varié, tous les langages. Et toi, Lucie, tu as commencé par apprendre dans ta vie de développeuse, par apprendre Python ? Pas du tout. Dans mon école, le premier langage qu'on a fait, c'était du Pascal. D'accord. Parce qu'on avait beaucoup de cours d'algo. C'était il y a longtemps alors, non ? Non, c'était en 2011. C'est vrai, il y avait encore de Pascal ? Ouais. Et du coup, on nous avait mis du Pascal parce que c'était très proche, la syntaxe nous avait dit de l'algo papier qu'on faisait. Okay. Donc du coup, c'était pour pas qu'on soit trop perdu au tout début. Alors l'algo, donc voilà, j'allais venir aussi. C'est donc on écrit les lignes de code, mais on les écrit pas n'importe comment. On fait ce qu'on appelle un algorithme, qu'on fait sur papier d'ailleurs, ou enfin en dehors du langage de programmation, non, au démarrage, c'est ça ? La partie algorithmique, algorithme, c'est vraiment de réfléchir mon problème, qu'est-ce que c'est, comment je peux le résoudre, et d'avoir une liste d'étapes. Et en général, c'est mieux de réfléchir, comme tu dis, en dehors du langage de programmation pour pas
penser à toutes les fioritures ou quelques facilités ou complications qu'il pourrait y avoir suivant le langage, de vraiment dire ce problème-là, je le résous comme ça, comme ça, comme ça. Et après, une fois qu'on a notre liste d'étapes, on peut la transformer en programme en utilisant le langage de programmation de notre choix. Ça peut être souvent la comparaison qui est faite, ça va être genre une recette de cuisine où il y a une liste d'étapes pour faire un plat. Ça marche pas mal. Ou une notice de montage Ikea. Oui. Et donc l'algorithme, c'est quelque chose d'assez essentiel à faire avant de se lancer dans le codage des étapes de l'application. Ouais, moi je pense que c'est important de réfléchir avant de coder, sinon on passe plein de temps à pourquoi mon truc il marche pas, alors qu'en fait c'est juste une erreur de logique et rien à voir avec le code en lui-même, quoi. Et le rendre plus performant alors. Oui, après il y a des recherches sur maintenant que mon truc il marche, comment je peux le rendre plus rapide, il consomme moins de mémoire, etc. Ok. Alors donc le langage de programmation Python, donc lui il est, tu sais toi Françoise, depuis quand qui l'a inventé, depuis quand on l'a? Alors, en fait, le langage a été créé par Guido van Rossum au début des années 90 sur les bases. Il est de quel pays? Né aux Pays-Bas, je crois. Oui, Pays-Bas. Hein. Donc, il a été créé sur les bases d'un autre langage, du langage ABC, sur lequel il avait travaillé. Le langage ABC avait comme objectif d'être un langage facile à apprendre, facile à enseigner, facile à utiliser. Et ça permettait ainsi de faciliter. L'objectif, c'était de faciliter l'accès à la programmation à des non-informaticiens, des artistes et différents types de personnes. À l'époque, la diffusion, comme c'était les années 90, la diffusion était pas du tout simple. Pour obtenir le langage, les outils ABC, il fallait envoyer une lettre pour obtenir une disquette. Donc ça n'a pas vraiment décollé. Le projet s'est arrêté et Guido van Rossum s'est retrouvé muté sur un projet de système d'exploitation distribué sur lequel il devait écrire plein d'applications. Et ça l'ennuyait de coder avec un langage plus bas niveau. Et il s'est dit, si je pouvais le faire avec quelque chose comme ABC, ça irait plus vite. Et il a écrit Python pendant ses vacances de Noël. Et c'est ça qui lui a permis, en fait, après d'écrire les outils dont il avait besoin. Puis, il a demandé la diffusion du langage, s'il pouvait diffuser le langage sous licence libre. Et ça a rapidement attiré l'intérêt. Et puis, progressivement, le langage a été de plus en plus largement adopté. Merci Françoise pour cette explication de la création de Python. Alors aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est Python Software Foundation qui continue à mettre à jour ce code, c'est ça? Alors du coup, la Python Software Foundation, la PSF, c'est une fondation américaine à but non lucratif, l'équivalent, qui va chapeauter la communauté, qui a les droits sur la marque Python, le logo, etc. Mais c'est pas elle qui va être chargée des évolutions du langage. D'accord. Ça, à côté, il y a le groupe des développeurs Python qui s'appelle les core devs, qui font Python. Okay. Avant, c'était Guido van Rossum qui décidait si quelque chose pouvait rentrer dans le langage ou pas. À un moment, il y a eu un petit drama et du coup, il est juste parti. Il a fait maintenant, vous débrouillez. Et maintenant, il y a un bureau au sein des core devs de 5 personnes qui est renouvelé, je sais pas tous les combien. Et du coup, c'est ces personnes-là qui vont dire, OK, ça c'est intéressant à rentrer, ça manque de détails sur comment ça doit fonctionner, donc plus tard à retravailler. Ça, c'est non ou plus tard, voilà. Ça va être géré comme ça. Mais c'est vraiment, la PSF, elle a vraiment pour but de faire en sorte que le langage soit vivant et que la communauté soit vivante. Okay. Et le groupe des core devs, c'est vraiment l'évolution du langage au niveau technique, on va dire. D'accord, donc 2 entités. Ouais. Ok. Donc on a vu avec toi, Lucie, que Python est très utilisé et très aimé, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des classements d'utilisation du langage, des classements de popularité. Exactement. Alors, donc tu nous as parlé du classement TIOB, on dit comme ça? Moi, je dis TIOB, aucune idée si c'est TIOB ou pas. Ouais. Là, c'est un classement de popularité des différents langages de programmation. Alors, il y en a plusieurs, ça je pense c'est un des plus connus, où en gros, ils vont regarder quand on fait des recherches
votre moteur de recherche favori, combien de résultats qui sort, est-ce que c'est actif ou est-ce qu'en fait c'est que des vieux sujets, des choses comme ça, et du coup ils font un classement, et du coup en ce moment Python c'est le premier sur cet index-là. Ça fait plusieurs moments ça fait un petit moment qu'il est le premier. Avant il a toujours été plutôt bien classé. Et voilà, donc du coup, si on veut se la péter, c'est le premier sur l'index job. J'ai vu qu'il était premier devant le langage C++, et j'ai vu que JavaScript était 6e, et j'ai vu que PHP était 15e. Voilà, les évolutions. Donc l'année prochaine, on verra le nouveau podium. Et j'ai aussi regardé 2 autres classements pour voir quand même. Donc c'est des classements, un qui s'appelle People, People, je crois, voilà, et l'autre c'est Redmond, que je connais, je sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, dans People, Python est aussi premier, et dans Redmond, il est 2e, et le premier c'est JavaScript. Voilà. Donc quand même un langage très usité. Ruby, Bookie, je sais pas. Je crois même pas que je l'ai vu là, il m'est passé entre les lignes. En tout cas, il était peut-être pas dans les 10 premiers. Alors pour coder, mince, d'accord. Il y a des utilisateurs de Ruby au sein de l'April. Ok. Alors, pour coder, on utilise un IDE. Alors ça, c'est un petit peu l'outil utilisé par les développeurs. En fait, c'est les développeurs, ils aiment bien s'échanger alors on appelle ça un IDE. En fait, c'est le bloc-notes, j'ai envie de dire, sur lequel on écrit son code. Hein. Ça peut être sur n'importe quoi, j'ai envie de dire, mais bon, après, il faut quand même exécuter le code. Et donc voilà, les développeurs aiment bien avoir leur outil de développement. Alors je vais vous demander lequel vous utilisez, Françoise. Alors j'en ai 2, Vim quand j'ai besoin d'ouvrir rapidement et de modifier rapidement un fichier. D'accord. Et quand je travaille sur un plus gros projet, j'utilise Visual Studio Code. Ok, d'accord. Je passerai à Codium. Voilà, donc il existe Visual Studio Codium, c'est ça? C'est comme ça qu'on l'appelle? Codium. Visual Studio Code, c'est un IDE open source Microsoft, et il y a une version comme c'est open source, il y a une version plus libre qui est Codium, si je dis pas. Ok. Ouais, où il y a les trackers Microsoft en moins. D'accord. Donc il faut migrer sur Visual Studio Codium. C'est préférable. Voilà. J'utilise pas ça, moi. D'accord. Alors, Lucie, tu vas nous dire qu'est-ce que tu utilises? S'il faut éditer rapidement un petit fichier en 2.2, je l'ouvre avec Nano. D'accord. Nano, donc c'est sur en ligne de commande, comme on dit. Et Vim aussi d'ailleurs, non? Oui. Ouais, ça dans un terminal. Donc voilà, c'est la fenêtre noire, voilà, où on tape tout. Voilà. Et sinon, j'utilise Emacs. Voilà, il y a pas grand monde généralement sur les sondages. D'accord. Tout en bas, mais j'y réponds chaque fois Emacs. Je fais partie de ce 1% de gens dans les sondages. D'accord. Ok. Et donc là, c'est un outil qui t'aide un peu plus que l'écran noir. Ouais. Voilà, c'est un peu plus facile, surtout quand il y a beaucoup de lignes. Ça. Ouais. Et puis l'écran, il est gris, du coup, là, c'est vachement mieux. Ouais. Françoise? Oui, je voulais revenir à pourquoi Python aussi. Parce que, pourquoi ce choix de Python? Parce que Python, c'est un langage qui est un langage de haut niveau. On l'a vu polyvalent parce qu'il permet de faire plusieurs types d'applications et plusieurs types de développement. C'est un langage qui est facile à utiliser parce qu'il est concis, il est facile à lire grâce à l'indentation, et il est libre depuis sa première diffusion. Il fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, enfin les nombreux systèmes d'exploitation, Windows, Mac et Linux. Possiblement, alors sur Android avec Kiwi, je suis pas trop bien. J'assurerai rien sur la possibilité de faire tourner du Python dans Android, mais je pense qu'il existe des choses. Okay. Et il y a surtout beaucoup de témoignages qui évoquent la rapidité justement de développement avec Python et la lisibilité des programmes écrits qui restent compréhensibles lorsqu'on y revient. Souvent, on écrit des choses et quand on réouvre son code 6 mois, 2 ans après, parfois, c'est plus ou moins simple de se relire soi-même sans parler de lire les autres. Et c'est pour ça qu'on plaisante aussi un peu par rapport à des langages autres qui sont pas forcément toujours facilement lisibles, ou aussi quand, par exemple, typiquement sans être méchante vis-à-vis d'un autre langage, on peut parler des expressions régulières qui sont des choses que l'on écrit pour faire des extractions de
de motifs de texte, etc. C'est des choses, c'est très compact, etc. On les écrit et généralement on a toutes les peines du monde à les relire. On appelle ça presque du write-only code parce que souvent on a toutes les peines du monde à se relire et tout ça. Donc c'est vraiment une des forces du langage Python, c'est sa lisibilité, sa facilité la facilité qu'on a à comprendre ce qui est écrit. Voilà, ça veut pas dire que en y mettant du sien, on peut pas faire quelque chose de très désagréablement illisible. Hein. Oui. Et s'il y a des gens que ça intéresse l'histoire du langage Python, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Cult, genre comme culte mais sans le E. C'est ULT ? Ouais, qui a sorti un documentaire sur l'origine de Python, la création et tout. Il y a plein d'interviews du coup de Guido van Rossum, des personnes. Il y a la première personne qui a testé toute première version de Python, l'évolution de la communauté et tout. Et c'est très complet comme documentaire. Il y a plein d'anecdotes et tout. Donc bon, c'est en anglais après. Ok, c'est de là que j'ai tiré l'historique. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est très important, Lucie, parce que moi-même j'ai tapé Python dans YouTube, alors avec quelques mots-clés, mais j'ai eu de la peine à trouver des bonnes vidéos, c'est vrai, comme ça là. Donc voilà, culte, voilà. Alors des bonnes vidéos sur Python. Oui. Il y a un site, on donnera pour les références, qui s'appelle pyvideo.org, qui est le site PYvideo, c'est ça ? pyvideo.org, qui est le site que la communauté maintient et indexe, sur lequel on retrouve les vidéos des conférences Python, mais qui sont indexées par événement et par auteur. Et c'est vraiment extrêmement exhaustif pour retrouver toutes les vidéos, beaucoup plus facile à manipuler. Voilà. Ok, merci bien. Alors, vous avez parlé de facilité. J'ai l'impression, j'ai cru comprendre que Python, c'est un langage qu'on recommande quand on démarre l'apprentissage de la programmation ou même à l'école, dans les classes génériques, comme peut-être au lycée. Mais je sais même pas si au collège on apprend un langage ou pas, un petit peu, on fait l'informatique, mais au lycée, oui, quand même. Oui. Ouais, au lycée, du coup, avant, il y avait l'informatique vraiment toute petite option, et après, ils ont fait une option qui s'appelle l'option NSI. NSI, oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Numérique et sciences informatiques. Ok, merci. Du coup, dedans, il y a du Python qui est mis en avant et qui est enseigné, parce que du coup, comme je disais, la syntaxe plutôt simple pour débuter comparé à d'autres langages, c'est plutôt pratique. Il y a aussi beaucoup de ressources, comme c'est beaucoup utilisé, il y a beaucoup de ressources sur comment faire telle et telle chose. Donc du coup, c'est peut-être plus simple pour initier à la programmation. Oui, on peut commencer avec Python, on peut faire des simples scripts tout basiques qui ne nécessitent pas une structuration importante, etc. Donc c'est peut-être plus facile de rapidement de faire tout de suite un petit peu des essais, de bricoler, de jouer, d'obtenir des résultats et d'apprendre progressivement des concepts plus compliqués comme l'objet et des choses comme ça. On commence pas par quelque chose qui nécessite de comprendre tout ça, quoi. Ok, donc oui, c'est vrai qu'après, on a un petit paragraphe où on va voir comment on peut se former à Python. Sinon, on peut en parler tout de suite puisqu'on y est. Ouais. Donc, pour se former à Python, donc vu qu'il y a quand même une large panel de personnes qui utilisent Python, autant des développeurs depuis de longues années, ou alors des personnes qui ne sont pas vraiment développeurs et qui ont des besoins de programmation, des personnes qui, pour leur travail ou même pour leurs besoins personnels. Donc, comment on peut faire pour apprendre le langage Python en dehors d'être dans une école en formation continue ou en développement ? Déjà, il y a le site des conférences dont on a parlé juste avant, où il y a beaucoup de ressources. Donc il y a des conférences qui vont être tout public, où on n'a pas besoin de savoir déjà faire du Python, qui peuvent être intéressantes. Tu parlais de YouTube Cult ? Non, PyVideo. PyVideo, ouais. D'accord. Donc là, il y a des vidéos où on peut apprendre. Il y a vraiment des sujets qui vont être tout publics et des sujets beaucoup plus compliqués. Voilà, il y a un peu de tout, donc ça fait déjà une bonne base de vidéos où on peut trouver des trucs. Sinon, il y a des sites que, du coup, des fois, je fais des cours aussi. Oui, tu donnes des cours de Python ? Ouais, et pas que, mais ça oui, pas que, mais entre autres. Ouais, voilà. Python. Et du coup, il y a deux sites que j'aime bien. Il y en a un, c'est Pirate, donc avec PY parce qu'on est en Python.
Donc celui-là, je trouve qu'il est pratique pour les enfants, s'il y a une personne avec eux pour les accompagner. Sinon, à partir du lycée et plus, Collège en autonomie, aussi. collège, lycée, en autonomie, à partir de là, ça marche bien. Où en fait, on a un petit bonhomme qui est un pirate. Et donc du coup, il y a des petits niveaux où il faut écrire pour qu'il puisse ouvrir le coffre au trésor parce que c'est un pirate. Et donc du coup, au début, c'est juste de le faire marcher 10 cases. Après, il va falloir qu'il saute des caisses. Puis après, en fait, la hauteur de caisse, on va la lire dans une bouteille, dans un message dans une bouteille. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on va réfléchir il faut faire des boucles, etc. Et ça, c'est assez ludique parce que du coup, on écrit le Python sur le côté et après, on peut exécuter. On a l'animation du bonhomme qui se déplace. Et si on n'écrit pas le bon code, il reste bloqué devant une caisse, par exemple. Et du coup, c'est assez ludique. Comme tu disais, là, en autonomie à partir du lycée, mais ça veut dire qu'avec une personne qui accompagne, on peut commencer assez jeune, alors. Je connais 2 personnes du coup qui ont fait avec leurs enfants, où il y en a un, l'enfant il a 9 ans et l'autre il a 7 ans. Oui, et du coup ça marche bien du moment qu'il y a quelqu'un avec. Ok. Et l'autre site qui est plutôt cool s'appelle Genepi, toujours PY à la fin parce que c'est du Python. C'est un site qui est développé par Julien Pallard qui est Core Dev Python. Julien Pallard. Ouais, du coup qui contribue directement au logiciel Python. Et donc, du coup, c'est plein de petits problèmes à résoudre en Python avec un énoncé et il n'y a rien besoin de l'installer chez soi. C'est on code dans le navigateur, on exécute et après, il y a quelque chose qui vérifie est-ce que ça renvoie les bonnes choses ou pas. Ça, par contre, c'est un peu plus complexe. C'est pour un niveau un peu plus élevé. Lycée avec une personne qui encadre et après, au-delà, suivant les élèves, c'est toujours mieux de bien encadrer. Donc, on commence par pirate et après, on passe à Genepi. Ouais. Et après, si les gens aiment bien plutôt lire plutôt que... Enfin, je sais pas, les gens, ils aiment bien plus lire. Ou les deux, un peu avoir... les deux, voilà. Il y a tout un cours qui est fait par Zeste de Savoir. Et du coup, c'est un Zeste de Python. Zeste de Savoir. Ouais. Donc, sur Zeste de Savoir, il y a plein de cours sur plein de choses différentes en informatique, sur plein de langages différents. Et il y a tout un cours sur le Python, du coup, Zeste de Python, qui est fait qui a été écrit par Antoine Roseau, qui est notre secrétaire à l'AFPI d'ailleurs. Okay. Donc voilà, le cours il est bien. Ok, donc on a quand même un panel soit écrit pour avoir soit j'ai envie de dire d'apprentissage ludique. Il y a énormément de ressources en fait qui existent et donc on en donnera même un petit peu davantage. Moi j'avais des ressources plus anglo-saxonnes avec le Hitchhiker Guide to Python que je te donnerai. Oui, tout ce qu'on vient de dire, on le mettra sur la page. Python 101 qui est un petit peu vieux mais qui faisait pas mal d'étapes et Automate the Boring Stuff qui est un livre mais qui est lisible en ligne et sur lequel on peut faire des petits programmes de manière progressive. Alors, tu peux nous dire comment tu dis ça? Automate the boring stuff, automatiser les choses ennuyeuses. Oui. Voilà. Ok, super. Et dans la communauté enseignement supérieur et recherche, on a une grosse utilisation de Python et on est en train d'essayer de mutualiser les formations que les uns et les autres ont dispensées un peu partout pour essayer de faire un support. Là aussi, je te donnerai, ça s'appelle PyEduFR. Et voilà, le projet est tout récent pour essayer de mutualiser ce que tout le monde a fait un peu partout, un peu isolément, et essayer de faire quelque chose en commun. Donc il y a des sprints et des présentations qui vont avoir lieu à PyData Paris, à la Python FR à Lyon en novembre. Octobre-novembre. Ouais. Ok, bon, alors on a parlé de comment se former. Alors après, on va continuer sur l'utilisation du langage Python et sur sa communauté et la PyCon après. Mais d'abord, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Amor Amor par Zeninho Fernandez. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Já não sei viver com teu carinho, já não sei viver com teu calor. Quando eu escutar tua voz no telefone, esqueça desse amor que sinto tanto pra você. Vem a tristeza de saber que não desisti. Hoje eu lembro ficar triste com saudade de você. Amor
quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. Já não sei viver com teu carinho. Já não sei viver com teu calor. Quando eu escutar tua voz no telefone, esqueça desse amor, amor que sinto tanto pra você. Vem a tristeza, diz bem que não desiste. Hoje eu lembro, fica triste, com saudade de você. Amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. Tengo timbón y es sabrosón, tabaquito con ron, con ron, para mi mamita que me quita mi bombón. Tengo timbón y es sabrosón. Para mi mamita que me quita mi bombón. Tengo timbón y es sabrosón, tabaquito con ron, con ron. Tengo timbón y es sabrosón. Amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. Já não sei viver com teu carinho. Já não sei viver com teu calor. Quando eu escutar tua voz no telefone, esqueça esse amor, amor que sinto tanto pra você. Tenha tristeza, diz a mãe que não desiste. Hoje lembro, fica triste, com saudade de você. Amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. Amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu sei quero teu amor. Nous venons d'écouter Amor Amor par Zeninho Fernandez, disponible sous licence libre Creative Commons by SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre notre discussion qui concerne le langage de programmation Python, toujours avec Lucie Anglade, présidente de l'association Python France, et Françoise Conil, administratrice de l'April et développeuse Python, entre autres. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Bouki se fera un plaisir de vous répondre. Ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm sur le bouton chat que vous trouvez dans le menu. Alors, nous poursuivons notre discussion sur le langage de programmation Python. Nous parlions de comment se former à Python. Alors, on va un peu plus préciser dans quel domaine on se sert de Python, quels sont les usages. Donc, Françoise, tu m'as parlé d'un jury de logiciels libres où tu avais vu qu'il y avait un certain pourcentage de programmes écrits en Python. Et alors, ce sont des logiciels scientifiques ? De recherche. De oui. recherche, ok. C'est dans le cadre du mouvement de la science ouverte, il y a le prix, depuis quelques années, le prix du logiciel libre de recherche, qui est attribué par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui récompense 8 à 10 logiciels par an depuis 2022.
Et j'ai repris ces différents logiciels, vous aurez l'URL en ligne, et 30 à 50% des logiciels primés étaient écrits en Python. Comme quoi, c'est vraiment un langage très utilisé dans la communauté. On a un logiciel d'analyse de données astrophysiques, un logiciel de un logiciel de linguistique computationnelle, beaucoup de logiciels d'apprentissage statistique, d'intelligence artificielle, de machine learning, deep learning, etc. Des outils de simulation pour la physique des plasmas chauds, des logiciels de bioinformatique, des simulateurs de neurones biologiques, enfin beaucoup en bioinfo, ça c'est sûr aussi. Une bibliothèque qui permet de manipuler des matrices de distance, donc des maths. Voilà, beaucoup d'utilisation aussi en sciences sociales, en astrophysique encore. Un PyMoDAQ aussi est une solution libre pour l'acquisition de données via des capteurs, et ça permet d'offrir une alternative à des logiciels propriétaires assez chers, donc ça rencontre un assez franc succès dans la communauté. Scikit-RF, une bibliothèque pour l'ingénierie et l'analyse des systèmes de radiofréquence. Bon, voilà, et un logiciel aussi, SPAM, un logiciel d'analyse de données issues de l'imagerie 2D appliquée à la mécanique, et 3D appliquée à la mécanique. Donc on voit qu'on a des logiciels dans énormément de domaines. Bon, là, je cite beaucoup de choses scientifiques, oui, mais SHS aussi. Voilà, donc. Et d'ailleurs, en ce qui concerne j'allais dire la lisibilité, le prime abord un peu plus simple, j'ai pas le mot simple, mais on a vu que, par exemple, le logiciel Blender, on pouvait avait été fait en Python, c'est ça? Alors Blender, c'est les scripts. En fait, ils ont demandé quel langage de script les utilisateurs, enfin les gens voulaient utiliser avec Blender, et c'est le Python qui a été retenu. Parce que Blender, c'est un logiciel pour faire de la modélisation 3D et pour faire des films d'animation. Voilà. Donc là, c'est plutôt Python utilisé en tant que langage de script, je crois, dans Blender. Donc pas forcément par des développeurs experts. Mais par exemple, Dropbox a été entièrement écrit en Python. Là, c'est ce qu'on retrouve pareil dans la vidéo. Aussi bien côté serveur, avec 5 millions de lignes de code, ce qui est quand même colossal, et côté client, 1 million de lignes de code. Et donc, ça montre aussi que Python est aussi largement utilisé en production. Et robuste. Oui. Robuste et performant. Lucie, toi, tu as développé un logiciel en Python? Ouais, je travaille sur du coup l'outil WheezyPrint que j'évoquais dans l'intro. Donc ça va être c'est un peu comme un navigateur web, mais c'est pas fait pour naviguer, c'est fait pour faire des PDF. D'accord, donc c'est un logiciel qui nous permet de fabriquer des PDF. C'est ça, à partir de HTML et CSS, comme un navigateur, mais il navigue pas. D'accord, comme un navigateur. Ouais, et on peut voir que il va être utilisé dans plein d'entreprises différentes avec des cœurs de métier assez différents, donc et qui ils utilisent Python dans tous leurs logiciels dans les entreprises, et des fois c'est juste des petits morceaux qui sont en Python parce que cet utilitaire-là, le projet est en Python, donc ils ont un petit truc qui tourne à côté en Python pour ce truc-là. Donc Python, c'est vraiment pas il y a plein de gens qui utilisent et pas forcément comme langage principal. Oui, on peut pas programmer, je dis n'importe quoi, en JavaScript ou en autre langage et insérer un utilitaire en Python parce qu'on l'aime bien, par exemple. Oui, c'est ça. Par exemple, il y a dans la série de jeux Civilisation, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas dans des éditions précédentes de Civilisation, du coup c'est pas du tout fait en Python, mais il y a des morceaux de script d'import de données c'est en Python parce que ça marche bien pour faire cette tâche-là, et du coup c'est fait en Python, et puis le reste il est pas du tout fait en Python, quoi. Donc ça s'interface bien avec les programmes. Ouais. Et tu m'as parlé, Lucie, que Python était aussi utilisé par des gens chez eux. Ouais, du coup comme c'est assez facile d'accès comme langage de programmation comparé à d'autres langages, on peut il y a plein de petits outils qu'on peut développer soi-même, ou alors il y a des kits où on peut écrire quelques lignes de code, et donc du coup il peut y avoir des gens qui vont prendre un kit pour faire de l'arrosage automatique de leurs plantes, où il y a tout qui est livré avec des instructions,
Et au final, il y a des personnes qui vont se retrouver à écrire du code alors qu'elles font pas du tout de code de manière générale. Ou alors, ils font des trucs, ils ont plein de données à traiter. Et finalement, au bout d'un moment, c'est un peu pénible de le faire à la main. Quand on va commencer à regarder comment je peux éviter de faire tout ça à la main et qui vont se retrouver facilement avec du Python. Et ça, c'est plutôt cool. On peut dire aussi que le logiciel Python, il y a beaucoup de bibliothèques, c'est-à-dire c'est des petits bouts de code déjà préparés, c'est ça ? Ouais, alors Python, du coup, il vient avec plein de fonctionnalités. On peut faire plein de choses en ayant juste Python. Ok. Et après, il y a ce qu'on appelle des bibliothèques. Donc, on peut voir ça un peu comme une boîte à outils avec des fonctionnalités supplémentaires qui vont être groupées par projet et par thématique. Donc, on peut utiliser à demande. Par exemple, si on veut utiliser cette utilisation, cette fonctionnalité précise, on l'importe. C'est ça. On l'installe d'abord et après, on peut l'importer dans notre code et utiliser des fonctions qui ont été développées par plein d'autres personnes. On n'installe pas toutes les bibliothèques parce qu'il y en a beaucoup. Oui, ça non, tu ne veux pas tout installer. Il y en a combien ? Tu avais regardé, Françoise, combien il y en avait sur le site de téléchargement, mais on télécharge tout ce qu'il y a comme Python. Ça n'est pas, c'est les applications et les bibliothèques. D'accord. Il y a près de 700 000 logiciels disponibles sur PyPI, qui est l'instance de distribution des logiciels Python. Donc une grosse communauté, beaucoup d'outils. Oui. Donc, ça, c'est ce qui fait aussi la richesse et le fait que les personnes aiment Python. Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup de possibilités, beaucoup d'outils, et voilà, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Donc, d'où la polyvalence aussi, parce qu'on a à disposition aussi énormément de librairies pour faire plein de traitements différents. Et ces librairies, ces bibliothèques, ces morceaux de code, ils sont fiables ? Ça, c'est toujours plus ou moins. Ça dépend combien de personnes travaillent dessus. Si c'est quelque chose, si c'est quelque chose qui doit bouger souvent. C'est variable. C'est comme pour tout, dans tout langage, ce sera pareil. Hein, d'accord. Mais en fait, il y en a beaucoup des très connus. Oui, qui énormément. sont maintenus, même, améliorés. Oui. Quand on parle des grosses bibliothèques, NumPy, Panda, Matplotlib, puis bon là c'est pour certains, ça c'est pour par rapport à tout ce qui est data science, mais on a aussi des gros frameworks logiciels, des logiciels pour faire du web comme Flask, Django qui sont quand même très connus, des logiciels pour faire des sites statiques comme Sphinx, MKDocs. Donc ça c'est des librairies exprès pour faire des sites internet, par exemple. Soit des librairies, soit des framework. Alors, c'est quoi un framework ? Un framework, c'est un ensemble, c'est un logiciel qui, en fait, permet de réaliser souvent un site web ou ça te fournit tout un environnement et toi tu fais ton codage ça fait Python. Un ensemble d'environnements dans lequel on va coder des parties et dans lequel certains mécanismes seront déjà codés. D'accord. Par exemple le routage des pages où on va pas avoir envie de coder les mécanismes. D'accord. Parce que ça va être similaire pour tous les gens qui veulent faire des sites web. Il faudra du routage. Donc il y a des mécanismes qui sont codés dans ces frameworks et qu'on va utiliser. D'accord. Et on peut avec ça faire un site internet par exemple, avec le langage Python, en utilisant ces environnements pré-programmés. C'est ça, ouais. Et après, on peut retrouver du Python aussi dans plein de domaines qu'on ne pense pas forcément liés à l'informatique, parce que là, on a parlé de traitement de données, de développement web, de recherche scientifique, on peut imaginer facilement, forcément, il y a du code là derrière. Mais après, quand on regarde les programmes de différentes conférences, il y a des gens qui viennent parler de comment ils utilisent Python dans leur domaine. Et du coup, on va avoir des conférences sur des domaines de la cartographie, par exemple, ou de l'agriculture, ou de la typographie, où les personnes qui travaillent dans ces domaines-là vont aussi être amenées à utiliser du Python. Et du coup, ça fait qu'il y a vraiment une communauté de gens qui est très diversifiée de par déjà les domaines différents. Oui, donc beaucoup de domaines. Alors, il y a aussi une très grosse communauté Python. Donc, une en particulier qui s'appelle PyLadies. Parce que les femmes développeurs, elles ont envie d'être présentes, reconnues. Et on a envie qu'il y en ait beaucoup aussi. Donc déjà, je suis ravie d'avoir 2 femmes sur le plateau pour parler de Python. Enfin, 3 avec moi. Et Bouki à la régie, c'est parfait. Donc, PyLadies, donc c'est un organisme où les femmes qui font du Python peuvent à laquelle les femmes qui font du Python peuvent adhérer.
Ouais, alors je suis pas sûre que ça fonctionne par système d'adhésion. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être D'accord. adhérent de quoi que ce soit. Et du coup, ça va être un groupe global qui va être soutenu par du coup la PSF, la Fondation Python. Et après, les PyLadies, c'est organisé par chapitre, donc du coup par ville ou par pays. Ok. Du coup, il y en a dans plein de pays, de villes différentes. Et le but vraiment, ça va être d'accompagner les femmes à être plus actives dans la communauté Python et dans l'open source de manière générale. Donc du coup, il y a des meet-up, des conférences. C'est-à-dire Ça des fait- rassemblements, des ateliers, voilà. Et là, c'est la 3e année, si je dis pas de bêtises, qu'il y a la PyLadyCon qui est organisée. Donc Ça, c'est un grand séminaire de 2 jours. c'est même sur 3 jours. 3 jours. Ça se passe entièrement en ligne. Et D'accord. il y a Ah, en des ligne. conférences Ok. H24. Parce qu'en fait, ça couvre tous les fuseaux horaires. D'accord. Du coup, il y a des confs en anglais, en espagnol, en portugais, en chinois. D'accord, une Et, grosse communauté. Ouais. Il y a, Ok. du coup, où il y a que des speakers. Alors sinon, en dehors de ça, la communauté, on a l'AFPI, donc tu es présidente. Donc là, toi, tu organises, entre autres, des ateliers, des réunions toute l'année, où ça? Alors du coup, l'AFPI, qui est l'association francophone Python, il y a des meet-up plus ou moins réguliers suivant Dans les villes meet-ups, c'est qui sont organisées. des petites réunions. Ouais, c'est Ouais. des petites réunions. Ateliers. Généralement, ça se passe en fin de journée. Moi, je les organise sur Lyon et du coup, on fait ça une fois par mois et ça commence à 19h. Après, suivant les villes, c'est pas forcément le même format. Donc il y en a dans plusieurs villes. Ouais, il y a Grenoble qui est pas mal actif. Il y en a à Nantes, à Clermont-Ferrand. Sur Paris, il y en a de temps en temps organisés par l'AFPI. Et sinon, il y a la communauté Django qui organise régulièrement D'accord. sur Paris. Django, c'est pour faire du web. Il n'y a pas besoin d'être expert pour... Non, Même si on découvre Python, au contraire, on a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez Python, Bien sûr. et on a envie de découvrir, et on peut aller... Oui, tout à fait. Donc, faut pas avoir peur, en fait. Non. Ouais. En plus, chaque fois, il y a un coup à boire et à manger Voilà. à la fin. Donc, au pire, si la présentation était ennuyeuse... Même si on a envie, de voir comment... Même si on fait pas du Python, on a envie de voir ce qui se passe chez Python. On C'est peut ça. toujours aller discuter avec des pythoniens, je sais pas comment on dit. Pythoniste. Des pythonistes. Alors, pour clôturer un peu notre sujet, on va parler donc de la PyCon France, qui va bientôt arriver. Ouais, donc du coup, ça, c'est le gros événement qui est organisé par l'AFPI. C'est une conférence de 4 jours qui est gratuite. Les 2 premiers jours, ça va être dédié pour les sprints, c'est des développements participatifs où il y a différents projets libres qui vont être là et du coup, avec des personnes pour encadrer, pour accompagner, à contribuer dans les logiciels. Donc par exemple, il y a la traduction de la documentation, il y a Django dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on peut coder. C'est ça. D'accord. En étant accompagné par les personnes qui encadrent le projet d'habitude. Donc c'est plutôt cool pour se lancer. Et là, c'est pareil, pas besoin d'être un expert. On peut, il y a des sessions pour les experts, des sessions Oui, pour les débutants. il y a des trucs où c'est mieux D'accord. quand même de s'y connaître et d'autres Oui. qui sont plus facilement Ok. accessibles. Alors ça, c'est quand? C'est du 30 octobre au 2 novembre. Donc bientôt, C'est dans ça. un mois. Ouais. Voilà. Et après, on a 2 jours de conférences ateliers sur des formats plus classiques avec des conférences longues, courtes et des ateliers sur des demi-journées. D'ailleurs, Françoise va faire une conférence. Oui, sur créer des sites créer sa documentation logicielle avec le logiciel Sphinx. Ok, alors tu fais cette conférence quel jour? Samedi matin. Samedi matin. Ok. Et cette année, c'est à Lyon. Il y a vraiment tout est à Lyon. Tout à Lyon. Donc on prend le train. On se retrouve à Lyon le 30. Alors attends, le 30. Ouais. D'accord. Le 30, c'est lequel jour? C'est le C'est samedi. un jeudi, ça. C'est un jeudi. Alors ça va du jeudi au dimanche. C'est ça. D'accord. Donc il va y avoir aussi il y a aussi j'ai vu des ateliers pour les enfants. Ouais, cette année, le samedi après-midi, on a un atelier de programmation pour les enfants qui est fait avec l'association Mixtine, qui est une association lyonnaise qui, du coup, fait des ateliers de programmation pour les enfants. On a aussi un déjeuner PyLadies. Voilà, les PyLadies sont présentes. Donc un déjeuner que de filles. En mixité choisie. Ah, mixité choisie. Il y a aussi les personnes non binaires. D'accord, du coup, pardon. Oui. Oui, le nom PyLadies est peut-être un peu désuet maintenant, mais... Et on a aussi un espace de garderie qui est gratuit le samedi et le dimanche. Si jamais vous voulez venir avec vos enfants, voilà, vous pouvez les inscrire et les abandonner là le temps que vous allez voir des conférences et des ateliers. Ok, bien merci. Alors Françoise, s'il y avait une chose à retenir sur Python après ce sujet, ou qu'est-ce que tu nous dirais? Là, je reprends la phrase de la communauté. On vient pour le langage, on y reste pour la communauté.
Oui, on vient pour le langage, on y reste pour la communauté. Python, c'est l'adopter. L'essayer, Voilà. c'est l'adopter. Et toi, Lucie? Venez à la PyCon, hein, c'est Oui. super sympa, hein, c'est Ouais. ce qu'il faut retenir. Ouais. Et faites du Python, c'est cool. Oui. En tout cas, même si on n'en fait pas, on peut toujours aller découvrir. Oui, c'est cool Ça, quand même. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne communauté. On se sent bien. Voilà. Lucie est la présidente de l'association AFPI France et donc tout se passe très bien. C'est ça. Et un avis totalement objectif. Donc. Oui. Un petit mot à nos amis administrateurs système. Un des logiciels très connus aussi, c'est Ansible, Ok. qui est fait en Python et qui est très connu des administrateurs système. D'accord. Ok. Donc, on va le 30 octobre à Lyon pour la PyCon et découvrir il y a beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers, donc des ateliers, voilà, par exemple, de programmation des enfants, d'automatisation, développer des applications où on peut pendant 1 heure, voilà. S'essayer à tout ça, avoir un expert qui nous raconte tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc Lucie Anglade, présidente de l'association Python France, et Françoise Conil, administratrice de l'April, voilà, et développeuse web. Alors tu es dans un institut de recherche, c'est ça? Dans un laboratoire. Dans le laboratoire de recherche à Lyon. Oui. À Lyon. Un laboratoire d'informatique, le LIRIS. D'accord, ok. Alors bien, vous pourrez retrouver toutes les références de l'émission de ce jour sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/255 ou alors dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique Lecture buissonnière de Vincent Calam. Et maintenant, nous allons écouter Skull is Real de Slant. Cause commune 93.1.
Nous venons d'écouter School is Real par Slant, disponible sous licence libre Creative Commons by SA 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique lecture buissonnière de Vincent Calame, informaticien libriste et bénévole à l'April, ou comment parler du livre avec des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Vincent va nous parler aujourd'hui de l'ouvrage d'Éric Sadin, La vie algorithmique. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Oui, alors pour démarrer cette nouvelle saison de chronique lecture buissonnière, je propose de nous plonger dans l'œuvre foisonnante d'Éric Sadin, et plus particulièrement de sa trilogie composée donc de La vie algorithmique, critique de la raison numérique, suivie de La colonisation du monde, l'irrésistible extension du libarisme numérique, puis, pour un dernier ouvrage, de l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical. Alors je crois que vous comprenez la simple écoute de ces énoncés que ça va nous prendre un certain nombre de chroniques pour tout aborder, si ce n'est la saison entière. Parce que tout d'abord, aujourd'hui, je vais répondre à la question qui est Éric Sadin, et plus accessoirement, qu'est-ce qui m'a donné envie de le lire. Alors, né en 1973, Éric Sadin est écrivain et philosophe, auteur aussi bien de fiction que d'essais. Il a commencé à écrire sur le numérique en 2009, avec l'ouvrage Surveillance globale, enquête sur les nouvelles formes de contrôle, chez Flammarion, et a publié un ouvrage sur le sujet tous les 2 ans en moyenne. La trilogie dont je vais particulièrement vous parler a commencé en 2015 avec La vie algorithmique et s'est achevée en 2018 avec l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Cette trilogie a été publiée par la maison d'édition L'Échappée, chez laquelle sort également son prochain ouvrage en octobre intitulé Le désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Alors au passage, si vous avez jeté un œil au site de la maison d'édition L'Échappée, vous comprendrez vite qu'il ne fait pas partie de la galaxie Bolloré. Elle publie notamment la librairie de Guy Debord, l'auteur de la Société du spectacle, et de nombreux ouvrages de la tendance technocritique, à laquelle on peut rattacher Éric Sadin. Plus récemment, Éric Sadin s'est fait connaître en février 2005, à l'occasion du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, en organisant un contre-sommet, histoire de doucher un petit peu l'enthousiasme BA sur le sujet. Je pense que c'est sans doute à l'occasion de ce contre-sommet que j'ai entendu parler d'Éric Sadin la première fois, à la faveur d'une émission de radio, dont je me souviens plus le nom. Ce qui m'avait frappé à l'époque, et qui m'avait donné envie de le lire, c'est qu'il était présenté comme un philosophe parlant du numérique. Or, il n'est pas courant que les sciences humaines s'emparent de ce sujet qui est presque à leur opposé. Sur cette antenne, nous sommes toutes et tous convaincus que le numérique, ce n'est pas seulement un objet technique, un aliment de 0 et 1, des langages réservés à des initiés, mais aussi un objet politique que la société doit prendre à bras-le-corps. Mais nous savons qu'il est parfois bien difficile de faire passer ce message. Qu'un écrivain et philosophe s'empare de ce sujet ne peut que nous réjouir, car qui de mieux pour toucher des sphères dans lesquelles nous naviguons rarement. Je prendrai comme seul exemple la recension élogieuse qu'avait fait à l'époque Roger-Paul Droit, le chroniqueur philosophie du monde des livres, de La vie algorithmique. En particulier, dans ses chroniques, intitulées « De Big Data Browser à Big Data », Roger-Paul Droit rappelle la thèse centrale d'Éric Sadin, à savoir que nous sommes en train de vivre, avec la profession du numérique, un vrai tournant anthropologique. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'entrer dans le fond de l'ouvrage à La vie algorithmique, ce sera pour la prochaine chronique, mais terminons sur le style et la méthode d'Éric Sadin. Alors, Éric Sadin n'est pas un pamphlétaire, mais un vrai philosophe. Son ouvrage est solidement charpenté, aussi bien dans sa connaissance du monde actuel du numérique que dans ses références philosophiques. Alors évidemment, la lecture est un peu ardue et personnellement, je ne maîtrise pas tous les concepts et de loin. Les références à Spinoza m'échappent un peu. Cela dit, ce n'est pas trop grave. L'homme a du style et le sens de la formule. Les seuls titres de ses ouvrages sont de jolies trouvailles.
Autrement dit, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je crois ne pas avoir fait trop de contresens. Il est de toute façon très intéressant de voir le numérique replacé dans un contexte plus global, dans une histoire de la pensée plus longue que les 50 dernières années. J'y reviendrai dans la prochaine chronique. Pour terminer, plutôt que de paraphraser Éric Sadin, voilà un petit extrait de sa prose dans lequel il explique sa démarche et qui vous donnera un aperçu donc de son style. Donc je cite. C'est notamment à l'écart de l'ancestrale et inopérante dichotomie entre les dénommés technophiles et technophobes que je souhaite me positionner, qui voient les mêmes rengaines indéfiniment se répéter dans leurs axiomes élémentaires, confortant in fine les uns les autres dans de paresseuses convictions. L'orientation que je privilégie ici, donc dans l'ouvrage, consiste à ne pas envisager la technique ou le numérique comme une unité, comme une chose au sujet de laquelle on pourrait parler en soi, mais comme un foisonnement de dispositifs et de protocoles contradictoires ou convergents, dont il s'agit de dégager les dynamiques structurantes, soulignées par l'auteur, au-delà du bruit et de la fureur des divergences idéologiques. Voilà. Donc, à vos stylos pour la dissertation suivante. Pensez-vous, comme Éric Sadin, que la dichotomie entre technophile et technophobe est inopérante et stérile? Voilà. Vous avez 2 heures. Merci. Merci Vincent pour la chronique et pour la découverte d'Éric Sadin. Et du coup, je vais bien écouter tes chroniques futures pour essayer de comprendre et de faire cette rédaction. Alors, nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Les liens utiles concernant ces annonces sont sur la page internet consacrée à l'émission du jour, sur libreavoue.org/255, parce que l'émission est la 255e, ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez cet épisode en podcast. La radio Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial avec une soirée ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. L'occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. D'ailleurs, nous serons là. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu vendredi 3 octobre, donc le premier vendredi du mois, à 19h30. Vous aurez aussi des détails, si vous voulez, sur le site cause-commune.fm. Une rencontre April aura lieu samedi 4 octobre, donc samedi 4 octobre à 19h. C'est de 19h à 22h dans les locaux de l'April qui se situent dans le 14e arrondissement. Cet événement a lieu dans le cadre d'un week-end de réunion entre membres du conseil d'administration et de l'équipe salariée. Une bonne occasion donc pour les rencontrer. Alors, membre ou pas membre de l'association, tout le monde est bienvenu pour venir découvrir l'April. La prochaine édition de la conférence PIDATA Paris se tiendra du 30 septembre au 1er octobre 2025 à la Cité des Sciences. Que d'événements Python et compagnie nous avons ce fin septembre et octobre. Alors, PIDATA Paris 2025 est le rassemblement de la communauté open source de la science des données, de l'intelligence artificielle et du machine learning en France. Le programme comprend notamment beaucoup de présentations parce qu'il y en aura au moins 45. Oslandia, une société de services autour des systèmes d'information géographique, SIG, et les données spatiales, vient de publier un livre blanc intitulé « Migrer votre SIG vers l'open source ». Ce guide de migration des systèmes d'information géographique vers du logiciel libre, publié à l'occasion des Geodata Days 2025, donne quelques éléments de réponse pour aider entreprises et organisations à aller vers un système d'information plus durable et mieux maîtrisé. Si le sujet vous intéresse, je vous rappelle également notre émission Libre à vous, numéro 97, sur le système d'information géographique libre, QGIS. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre sur agendadulibre.org pour retrouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Alors, sinon, nous avons aussi la
PyCon, donc qui est du 30 septembre au du 30 octobre au 2 novembre. Alors, lors de cet événement, donc qui sera à Lyon, il y aura pas mal de conférences, dont Françoise Conil qui va documenter son projet avec Sphinx. Michael Fevelguidé qui va créer des cartes avec Python, vive la donnée géographique. Keren Jex, devenir administratrice base de données. Vincent Poulailleux, Calamari Python, créons un jeu 2D avec arcade. Morgane Rosen-Hogel, un tour de l'actualité relative à l'inclusion et au numérique. Et Carmen Alvarez, le SSO mode d'emploi et piège à éviter. Alors, je rappelle, le SSO, c'est un service d'authentification. On aura aussi Guillaume Ayoub qui va nous parler de est-ce juste payé à écrire du code. Donc, tout ça à retrouver à la PyCon fin octobre. Il y a aussi à la PyCon des ateliers. Alors, par exemple, vous aurez développé des applications web performantes avec LeadStar, donc je connais pas, à découvrir. Scrappy, mission explorateur du web, un autre atelier. Ensuite, un atelier de programmation pour les enfants. L'automatisation avec Python, d'autres ateliers. Et si on codait aussi la mixité. Le Python polyglotte, multilangage système. Donc, Lucie, on a donc toutes ces conférences et encore, je les ai pas toutes citées. Hein. Ouais, il y en a plein. Voilà. Donc, les conférences, ce sera quel jour ? Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Et jeudi, vendredi, ce sont les développements participatifs, les sprints. Ok, d'accord. Et donc le soir, on aura, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des visites guidées de Lyon, le 30 et 31. Ouais, les jeudis et vendredis soirs, du coup, on organise des visites guidées avec Repère, qui est un bar et même un restaurant aussi, et qui fait aussi des visites guidées thématiques sur Lyon. Ils sont plutôt sympas. Oh. Et donc tout ça quand même c'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire. Les visites guidées c'est payant quand même. Ah non, je veux dire la PyCon. Ouais, sinon le reste, c'est gratuit ça. Alors les visites guidées sont payantes. Ouais. La PyCon en elle-même est gratuite. C'est ça. Mais il faut quand même s'inscrire. Oui. Sur le site, c'est ça ? Ouais. C'est quoi l'adresse du site ? pycon.fr. pycon.fr. PY forcément. pycon.fr. Ouais. Donc l'édition 2025. Python conférence. Voilà. Alors, eh bien, merci pour tous ces détails sur la PyCon. Donc, nous approchons de la fin de l'émission et nous approchons donc, notre émission se termine. Pardon. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Benjamin Bellamy, Lucie Anglade, Françoise Conil et Vincent Calam. Aux manettes de la régie aujourd'hui, nous avons eu Bouquinette, présidente de l'April. Merci également aux personnes bénévoles à l'April qui s'occupent de la post-production des podcasts avec Samuel Aubert, Élodie Daniel-Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Guibaud, Théocrite et Tounoui, bénévole à l'April, et Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/255 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse mail bonjour@libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 septembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur le parcours libriste d'Elena Rossini, qui est cinéaste, photographe et militante italienne. Son travail porte principalement sur les questions liées à l'éducation, aux médias, à la souveraineté numérique et à l'utilisation du pouvoir d'Internet pour le changement.
Alors, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. Et donc, on se retrouve en direct mardi 30 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien. Le nom Python, ça n'a rien à voir avec les serpents, ça vient de la série anglaise Monty Python.